Mon Dieu, les parasites sont en train de détruire tout le café. Même les drones ne suffisent plus. La machine est tombée en panne et 11 mécaniciens allemands ne cessent de répéter « Calmez-vous, monsieur Jean. Nous allons résoudre le problème. » Les jours passent, rien ne fonctionne, jusqu'à ce que de nulle part, une charrette traverse la ferme. Une femme simple en descend, regarde tout le monde et dit « Puis-je jeter un œil à cette machine ?» Ils rient, mais n'ont aucune idée de ce qui est sur le point de se produire. Restez jusqu'à la fin pour découvrir le dénouement de cette histoire. C'était un matin de mars, lorsque le désespoir frappa à la porte de Monsieur Jean-Bernard Delacroix, que tout le monde appelait affectueusement Monsieur Jean. À 61 ans, cet homme avait bâti un empire, 3500 hectares de café, une opération d'une valeur de 180 millions d'euros, le fruit d'une vie entière de travail honnête. Mais ce matin-là, il regardait ses plantations le cœur serré, sentant ce poids que seuls ceux qui travaillent à la terre connaissent, la sensation de voir tout ce qu'il avait construit menacé. Un parasite, la mineuse du café, avait attaqué 1/3 de sa récolte. Pouvez-vous imaginer 22 millions d'euros de production compromise. Chaque jour qui passait, c'était plus d'argent jeté par les fenêtres. La solution était là, à portée de main. L'application urgente de produits phytosanitaires avec des drones pulvérisateurs. Mais il y avait un petit problème. Et quel problème? La Big Bud 747, cette machine gigantesque, blanche, imposante, responsable de la préparation et de la distribution de tous les produits de pulvérisation, était à l'arrêt, en panne, morte depuis 3 semaines. Monsieur Jean avait tout essayé. Il avait appelé des mécaniciens de la région. Personne n'avait pu résoudre le problème, jusqu'à ce que quelqu'un suggère. Pourquoi ne pas appeler cette entreprise allemande qui est venue faire des services sur des machines agricoles? Et c'est ce qu'il fit. Il engagea une équipe spécialisée, 11 mécaniciens allemands, des gens qui travaillaient avec des technologies de pointe, des équipements ultramodernes. Leur chef était Klaus Schmidt, 52 ans, un Allemand grand, aux cheveux gris bien coupés, qui parlait français avec cet accent prononcé, mais plein de confiance. « Monsieur Jean, nous sommes des spécialistes. Nous avons déjà réparé des machines bien plus complexes que celle-ci. En 1 semaine, maximum, votre Big Bud fonctionnera parfaitement. » garantit Klaus avec un sourire débordant de certitude. 1 semaine devint 2. Les Allemands arrivaient tous les jours avec leurs mallettes d'outils importés, des ordinateurs de diagnostic qui coûtaient plus qu'une voiture populaire, des pièces d'origine qui venaient d'Europe par vol express. Ils changèrent des capteurs électroniques, remplacèrent des modules d'injection, testèrent chaque circuit avec ces appareils modernes qui clignotaient de lumière colorée. Mais la Big Bud 747 restait là, têtue, silencieuse, refusant de fonctionner. Chaque jour qui passait, Monsieur Jean voyait 300 000 euros s'écouler par les égouts. La maladie des caféiers avançait dans les plantations comme une traînée de poudre, dévorant le travail de mois, détruisant rêves et sueurs. Il dormait à peine, se réveillant au milieu de la nuit, pensant aux pertes, aux factures à payer, aux travailleurs qui dépendaient de lui. Un samedi matin, après 15 jours de tentatives infructueuses, Klaus rassembla son courage et se rendit au bureau du fermier. « Monsieur Jean, je dois être honnête avec vous, » commença-t-il, évitant de regarder le Français dans les yeux. « Cette machine, elle est très ancienne, elle a 40 ans, les systèmes sont obsolètes. Nous avons essayé tout ce qui était en notre pouvoir. Il est impossible de la remettre en état sans changer le moteur entier, ce qui coûterait plus de 400 000 euros et prendrait des mois. » Monsieur Jean sentit le monde s'effondrer. Impossible. Ce mot résonnait dans sa tête comme un glas funèbre. Si les meilleurs mécaniciens d'Allemagne abandonnaient, que pouvaient-ils faire d'autre? Sa récolte était perdue. Son empire, construit avec tant de sacrifices, s'écroulait. C'est alors que Jean, le chef de chantier de la ferme, un homme simple de 48 ans qui connaissait chaque centimètre de cette terre, entra dans la pièce avec une expression un peu timide. « Monsieur Jean, avec tout le respect que je vous dois, je connais quelqu'un qui pourrait peut-être aider. » Klaus laissa échapper un rire court et dédaigneux. « Jean,
Nous sommes des ingénieurs formés en Allemagne. Nous travaillons avec les machines les plus avancées du monde. Si nous n'y arrivons pas, qui y arrivera? Un mécanicien de petite ville? Ce n'est pas vraiment un mécanicien. Jean hésita. C'est une jeune femme, Anita Dubois. Elle a un don avec les vieilles machines agricoles. Je l'ai déjà vue réparer des choses que d'autres juraient être impossibles. Le silence qui s'installa dans la pièce fut gênant. Les Allemands se regardèrent avec des sourires en coin. « Une femme ?» demanda Frédéric, l'un des plus jeunes mécaniciens de l'équipe, sans pouvoir cacher son incrédulité. « Excusez-nous, Jean, mais c'est sérieux. Nous ne parlons pas de réparer un petit tracteur. C'est une Big Bud 747. » Monsieur Jean, cependant, était désespéré. Quand on est en train de couler, n'importe quelle branche devient espoir. « Jean, appelle-la. Ça ne coûte rien d'essayer. » Le lendemain, dimanche matin, le soleil était encore bas, quand un bruit différent attira l'attention de tous à la ferme. Ce n'était pas le grondement d'un camion ou le moteur d'une camionnette, c'était le clip-clop, caractéristique des sabots de cheval frappant le sol en terre battue. Une charrette apparut à l'entrée de la propriété, conduite par un jeune homme en casquette, chemise à carreaux, et ce grand sourire de celui qui aime ce qu'il fait. À côté de lui, assise sur le simple banc en bois, se trouvait une jeune femme que, mes amis, personne ne s'attendait à voir. Anita Dubois avait 27 ans, les cheveux noirs attachés en une queue de cheval pratique, un joli visage marqué par des heures de travail sous le soleil. Elle portait une combinaison bleu, blanc, rouge, oui, aux couleurs du drapeau français, toute tachée de graisse, des marques de celle qui travaillait vraiment. Dans ses mains calleuses, elle portait une boîte à outils qui semblait avoir son âge. Ancienne, mais extrêmement bien entretenue. Les 11 mécaniciens allemands étaient à l'extérieur du hangar, où se trouvait la Big Bud, buvant leur café et discutant en allemand. Quand ils virent la charrette, les conversations s'arrêtèrent. Quand ils virent Anita descendre du véhicule avec cette boîte à outils, les rires commencèrent. « C'est une blague ?» Klaus parla à voix haute, sans se soucier si elle l'entendait ou non. « Une campagnarde en charrette va réparer ce que nous, les meilleurs mécaniciens d'Allemagne, n'avons pas réussi ?» Anita s'approcha à pas ferme, tendant la main pour saluer. « Bonjour, je suis Anita Dubois. Jean m'a parlé de votre problème avec la Big Bud. Je suis venu aider à le résoudre. » Aucun des Allemands ne lui rendit son salut. Ses mains restèrent en l'air, suspendues dans ce moment gênant qui sembla durer une éternité. Elle retira sa main lentement, mais garda le sourire. Un sourire qui n'était pas de faiblesse, mais de pure dignité. « Aider à résoudre ?» Frédéric éclata d'un rire bruyant. « Chère madame, nous sommes des ingénieurs spécialisés. Nous avons étudié des années. Nous travaillons avec une technologie allemande de pointe. Vous êtes venus en charrette. » Les rires des autres résonnèrent dans la cour. « Nous sommes meilleurs en tout. » Un autre Allemand, nommé Hans, ajouta avec arrogance. « Même au football, nous sommes meilleurs que vous. Ou avez-vous oublié Séville 82 ?» La référence à la défaite de la France à la Coupe du Monde de 1982 provoqua plus de rires parmi eux. Des rires qui avaient un goût d'humiliation. Ce moment, mes amis, était de ceux que l'on ressent profondément dans la poitrine. Anita était là, debout, seule, entourée de 11 hommes qui riaient d'elle comme si elle était une blague. Mais savez-vous ce qu'elle a fait? Elle inspira profondément, leva le menton et répondit avec un calme que seule celle qui est sûre de sa propre valeur peut avoir. « Ça fait des années que la France a connu des moments difficiles, commença-t-elle, et sa voix ne tremblait pas du tout. Mais la France a été championne du monde de football. Nous sommes des champions. L'Allemagne a ses titres. » Elle fit une pause, les regardant chacun dans les yeux. « Et maintenant, il y a 11 mécaniciens étrangers qui parlent très mal le français. Et c'est moi qui vais m'efforcer de réparer ce moteur avec la simplicité et l'humilité de notre peuple. » Klaus leva les yeux au ciel, mais elle continua. Et chaque mot qui sortait de la bouche de cette jeune femme était comme une leçon de dignité. « J'ai appris la mécanique agricole avec mon père, Jacques Dubois, avec mon frère Pierre et avec mes oncles.
Ce sont eux, des hommes d'honneur, comme beaucoup d'hommes ici en France, maçons, éboueurs, travailleurs de la terre, souvent sous-estimés dans leur propre pays. Mais nous n'abandonnons pas, nous ne baissons pas la tête. « Tu veux qu'on te donne un mouchoir ?» provoqua Hans, et les rires redoublèrent, encore plus fort. Monsieur Jean, homme qui venait d'arriver et assistait à la scène de loin, sentit une colère monter en lui. Ce n'était pas de la colère contre Anita, c'était de la colère contre ces hommes qu'il avait payé une fortune pour venir à sa ferme, et qui traitaient maintenant une Française comme une paria sur sa propre terre. Il marcha vers le groupe à pas lourds. « Excusez-moi. » Sa voix coupa les rires comme un couteau. « Là, Klaus, vous avez eu 15 jours pour réparer ma machine. 15 jours et j'ai payé 85 000 € d'avance pour votre travail. La jeune femme vient d'arriver. Que diriez-vous de la laisser au moins essayer ?» Frédéric croisa les bras. « Monsieur Jean, avec tout le respect que je vous dois, vous êtes désespéré et je le comprends, mais c'est une perte de temps. Nous utilisons des équipements de diagnostic qui coûtent 50 000 € chacun. Nous avons remplacé des pièces d'origine importées. Si nous n'avons pas réussi, une jeune femme arrivée en charrette avec une boîte à outils de vieille ferraille n'y arrivera pas. »« Vieille, mais fonctionnelle, » dit Anita doucement, mais tout le monde l'entendit. « Ces outils appartenaient à mon grand-père, puis à mon père. Maintenant, ils sont à moi. Ils ont 60 ans d'histoire, de réparation, de machines qui ont repris vie. Pas besoin d'être neuf pour être bon. » « Que c'est mignon, » se moqua Klaus. « Une histoire émouvante, mais les machines modernes exigent une technologie moderne, pas du sentimentalisme. » À ce moment-là, Pierre, le frère d'Anita, qui était resté s'occuper des chevaux, s'approcha. Il avait 19 ans, était grand et fort du travail à la ferme, et ses yeux brillaient d'une colère contenue en voyant les hommes traiter sa sœur de cette manière. « Anita, nous n'avons pas besoin de rester ici à écouter ça. Allons-nous-en. » Mais elle toucha son bras avec délicatesse. « Calme-toi, Pierre, nous ne sommes pas venus jusqu'ici pour abandonner à cause de quelques mots. » Et elle se tourna vers Monsieur Jean. « Monsieur, me donnez-vous la permission de regarder la machine au moins ?» Le fermier hocha la tête, et vous devez comprendre ce qu'il ressentait à ce moment-là. Monsieur Jean était un homme qui avait commencé comme ouvrier agricole, maniant la houe à 12 ans. Il savait reconnaître la détermination, la dignité. Et cette jeune femme, faisant face à toute cette humiliation la tête haute, lui rappelait lui-même jeune. Anita se dirigea vers le hangar, où se trouvait la Big Bud 747. La machine était imposante, même à l'arrêt. 6 mètres de haut, 8 de long, toute blanche, avec des détails rouges déjà délavés par le temps. C'était le genre d'équipement qui impressionne quiconque s'y connaît en agriculture. Neuf, elle coûtait plus de 2 millions d'euros, et même avec 40 ans d'utilisation, elle valait encore une fortune. Les Allemands la suivirent. Bien sûr, ils n'allaient pas manquer l'occasion de voir le spectacle, comme ils le pensaient. Ils formèrent un cercle autour d'elle, les bras croisés, des sourires moqueurs sur les visages. « Vous pouvez regarder à votre aise. » Klaus parla d'un ton condescendant qui donnait envie de frapper le mur. « Nous avons déjà démonté tout ce qui était démontable. Nous avons testé chaque capteur, chaque circuit, chaque connexion. Le problème est structurel, il n'y a pas de solution. » Anita ne répondit pas. Elle ouvrit simplement sa boîte à outils. « Et vous auriez dû voir ces outils, chacun à sa place, propres, organisés, entretenus avec amour. » Elle sortit une grande clé à molette et commença à examiner la machine par le dessous, s'accroupissant sans crainte de salir davantage sa combinaison. « Regardez, elle va se mettre sous la machine. » Frédéric commenta aux autres en allemand, mais assez fort pour que tout le monde entende. « Cherche quoi ? Des miracles. » Anita passa 10 minutes à seulement observer. Elle touchait des pièces, sentait les textures, vérifiait les connexions. Les Allemands commencèrent à s'impatienter. « Vous avez assez vu, Cendrillon ?» provoqua Hans. « Ou faut-il que nous appelions la fée marraine ?» C'est alors qu'elle se leva et fit quelque chose qui laissa tout le monde bouche bée. « Monsieur Jean, pouvez-vous demander à quelqu'un de démarrer le moteur ?» Klaus fit un pas en avant. « Démarrer ? La machine ? Elle ne démarre pas.
C'est précisément le problème. Nous avons essayé des centaines de fois. Elle démarre, corrigea Anita. Le démarreur tourne environ 30 secondes et s'éteint ensuite tout seul. Je l'ai vu dans les rapports que vous avez laissés sur le bureau, pendant que vous vous moquiez de moi dehors. Le silence qui s'installa fut gênant. Elle avait raison. Le moteur démarrait mais ne tenait pas. Jean, le chef de chantier, monta dans la cabine et tourna la clé. Le moteur de la Big Bud rugit pendant quelques secondes. Un son grave, puissant qui faisait trembler le sol, mais il commença bientôt à s'étouffer, perdant de la puissance jusqu'à mourir complètement. Et c'est là qu'Anita fit quelque chose qu'aucun des 11 ingénieurs allemands, avec leurs diplômes et leurs équipements coûteux, n'avait songé à faire. Elle ferma les yeux. Elle ferma les yeux et resta là, immobile, dans un silence absolu. Elle demanda de rallumer le moteur. Le moteur ronfla, s'étouffa, mourut. Elle continua, les yeux fermés, comme en transe. « Que fait-elle » chuchota Frédéric, sans plus aucun ton moqueur. Il y avait quelque chose dans sa posture, dans sa concentration absolue, qui imposait le respect, même à ceux qui ne voulaient pas en donner. « Elle écoute », expliqua Pierre, et il y avait de la fierté dans sa voix. Mon père le lui a appris depuis qu'elle est petite. Il disait que la machine parle à ceux qui savent écouter. Klaus laissa échapper un rire forcé. La machine ne parle pas. La machine est diagnostiquée avec des équipements, pas avec Louis. Mais Anita continua. Elle demanda de l'allumer une 3e fois, une 4e, une 5e. Chaque fois, elle bougeait légèrement la tête, comme si elle traquait un son spécifique. Les Allemands commencèrent à être mal à l'aise. Cela n'avait aucun sens dans leur logique, mais en même temps, il y avait quelque chose là qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Après 8 tentatives, Anita ouvrit les yeux et ce qu'elle dit ensuite fit taire tout le monde. Le problème n'est pas électronique. Klaus explosa pratiquement. Comment ça, ce n'est pas électronique? Tous les capteurs indiquent une défaillance des systèmes d'injection. Les codes d'erreur sont clairs. Les capteurs indiquent une conséquence, pas une cause, répondit-elle avec la patience d'une professeure expliquant à un élève têtu. Vous étiez tellement concentré sur la technologie que vous avez oublié l'essentiel. L'essentiel. Hans cracha le mot comme une insulte. Nous avons absolument tout vérifié. Anita se dirigea vers le côté de la machine et montra le système hydraulique. « Avez-vous vérifié cela ?»« Le système hydraulique est parfait, » assura Klaus. « Nous avons testé la pression. Elle est dans les paramètres. » « Vous avez testé la pression, mais avez-vous vérifié le filtre hydraulique primaire ?» Le silence qui s'installa fut plus lourd que le plomb. Pouvez-vous ressentir ce moment où la lumière commence à se faire ? Et quand l'orgueil cède la place à la première étincelle de doute. « Filtre » murmura Klaus, et pour la première fois sa voix vacilla. « Le filtre ne peut pas être le problème. Ce serait quelque chose de beaucoup trop simple pour que les ingénieurs allemands le considèrent. » Anita compléta sans malice, se contentant de constater un fait. Cette machine a 40 ans. Elle travaille tous les jours dans les champs, avec de la poussière, de la terre, du soleil, de la pluie. L'huile hydraulique accumule des sédiments au fil des ans. Lorsque le filtre s'encrasse, la pression hydraulique devient irrégulière. Et savez-vous ce qui se passe lorsque la pression hydraulique oscille dans une Big Bud 747 ? Le système électronique l'interprète comme une défaillance d'injection et coupe le moteur par protection. Frédéric fit un pas en avant, le front plissé. Mais nous avons vérifié les filtres principaux. Le filtre primaire n'est pas le filtre principal, expliqua-t-elle. Il est caché ici en dessous, tout au début du système. Je parie que vous ne saviez même pas qu'il existait. Leur visage disait tout. Ils ne le savaient pas. Monsieur Jean observait la scène avec un mélange de soulagement et de colère montant dans sa poitrine. Colère parce qu'il avait payé 85 000 € à des professionnels qui avaient ignoré l'essentiel. Soulagement parce que peut-être, juste peut-être, sa récolte pouvait encore être sauvée. Alors, il suffit de changer le filtre, demanda-t-il la voix pleine d'espoir.
Anita secoua la tête. Il ne s'agit pas seulement de le changer, il faut démonter tout le circuit, le nettoyer complètement, car il doit être plein de résidus, puis le réinstaller avec un filtre neuf. C'est un travail sale, Manuel, le genre de choses qui exige patience et connaissance des vieilles machines. Combien de temps avez-vous besoin? Monsieur Jean calculait déjà. Chaque heure comptait. Elle regarda le ciel, estimant environ 2 heures, peut-être un peu plus. Klaus éclata d'un rire nerveux. 2 heures! Nous avons passé 15 jours ici. Et vous allez le résoudre en 2 heures? Si mon diagnostic est correct, oui, répondit-elle avec simplicité. Mon père disait toujours, la technologie est merveilleuse, mais l'expérience est irremplaçable. Vous avez vu des codes d'erreur sur des ordinateurs? Moi, j'ai écouté la machine me raconter où ça lui faisait mal. Et c'est là, mes chers amis, que la véritable magie commença à opérer. Pas la magie des contes de fées, mais la magie du vrai savoir, du talent genuin, de ce qui ne s'apprend pas à l'université, mais se porte dans le sang. Anita retira sa combinaison. En dessous, elle portait un simple t-shirt bleu, blanc, rouge, de ceux que l'on achète dans un magasin populaire, et attacha les manches à sa taille. « J'aurai besoin d'espace sous la machine », prévint-elle. « Et vous ?» Elle regarda les Allemands. « Vous pouvez rester regarder si vous voulez, peut-être apprendrez-vous quelque chose aujourd'hui. » La phrase leur tomba comme une gifle. Klaus ouvrit la bouche pour répondre, mais Frédéric lui toucha le bras, secouant la tête. Quelque chose dans la détermination de cette jeune femme avait changé l'énergie du lieu. Ils allaient rester là, oui, ne serait-ce que pour être témoins de son échec, ou du moins, c'est ce qu'ils voulaient encore croire. Anita s'allongea sur le dos sur le sol en terre battue, avec l'aisance de quelqu'un qui l'avait fait 1000 fois. Elle se glissa sous la Big Bud 747 avec l'agilité de quelqu'un qui connaissait chaque recoin de ce type de machine. Pierre apporta une lampe de poche de la charrette et la lui tendit. « Merci, mon frère », dit-elle tendrement, et commença à travailler. Le silence qui régnait dans ce hangar était lourd, plein d'attentes. Tous les travailleurs de la ferme s'étaient approchés. Une quinzaine d'hommes qui avaient interrompu leur tâche dominicale pour regarder. Jean, le chef de chantier, était juste devant, les bras croisés et un sourire discret sur le visage. Il connaissait Anita depuis qu'elle était petite. Il savait de quoi elle était capable. Sous la machine, Anita travaillait méthodiquement. « Je vois le filtre primaire. » Sa voix résonna, exactement là où j'imaginais. « J'ai besoin d'une clé hexagonale numéro 8. » Pierre avait déjà ouvert la boîte à outils, prit la clé et la lui passa. Les Allemands se regardèrent. Clé hexagonale numéro 8. Si simple que ça. Le filtre est complètement obstrué. La voix d'Anita continua. Et maintenant, il y avait une note de certitude absolue en elle. Vous voulez voir? Clus s'abaissa maladroitement. Il n'était pas habitué à se salir et jeta un coup d'œil sous la machine. Anita pointa la lampe de poche vers une pièce cylindrique couverte de saleté. Ici, vous voyez? Il vit, et ce qu'il vit lui donna la nausée. Le filtre était tellement encrassé qu'il ressemblait à un bloc solide de boue durcie. Comment avait-il pu laisser passer ça? Comment 11 ingénieurs formés n'avaient-ils pas pensé à vérifier cela? « Mon Dieu !» murmura Klaus en allemand. Et il y avait une défaite authentique dans sa voix. Anita commença à démonter le système. Ce n'était pas un travail facile. Les connexions étaient bloquées par des années d'utilisation. Les boulons têtus résistaient, mais elle avait de la force dans ses bras. Une force bâtie par des années de travail avec son père dans l'atelier qu'il tenait dans un petit hangar près de chez eux. Chaque mouvement était précis, réfléchi, pas de précipitation, pas de désespoir. C'était la danse de celle qui maîtrisait parfaitement son métier. « Elle sait vraiment ce qu'elle fait », chuchota Hans à Frédéric en allemand. La moquerie avait disparu de sa voix, remplacée par quelque chose qui ressemblait à un respect involontaire. Une demi-heure plus tard, Anita sortit de sous la machine, tenant le filtre dans ses mains. La pièce était méconnaissable, tant elle était sale, de la vieille huile mélangée à de la poussière de terre, formant une croûte dure comme de la pierre. 40 ans de sédimentation, leur montra-t-elle à tous.
faisant tourner le filtre à la lumière. Huile hydraulique de mauvaise qualité, utilisée par le passé, poussière des champs, manque d'entretien préventif adéquat, tout cela s'est accumulé jusqu'à l'obstruer complètement. Lorsque la pression hydraulique chute, les pistons qui contrôlent l'injection ne fonctionnent pas correctement. C'est pourquoi le moteur démarre, mais ne tient pas. Monsieur Jean s'approcha, prit le filtre dans ses mains et en sentit le poids. « Et vous ?» Il regarda les Allemands avec une colère froide dans les yeux. « Vous avez passé 15 jours à changer des capteurs électroniques très chers, sans regarder cela. » Klaus n'avait pas de réponse. Aucun d'eux n'en avait. L'humiliation d'être surpassé par cette campagnarde faisait plus mal que n'importe quelle gifle. Anita ne perdit pas de temps à enfoncer le clou. Elle était là pour réparer une machine, pas pour humilier qui que ce soit. « Je dois nettoyer tout le circuit hydraulique avant de mettre le nouveau filtre », expliqua-t-elle. « Pierre, apporte ce bidon de fluide hydraulique propre que nous avons apporté. » Son frère courut à la charrette et revint en portant un bidon de 20 litres. « Nous sommes toujours préparés », dit-il avec fierté dans la voix. Ce qui se passa au cours des 2 heures suivantes fut une véritable leçon de mécanique. Anita démonta chaque connexion du système hydraulique avec une précision chirurgicale. Elle nettoya chaque tuyau, chaque valve, chaque joint avec un chiffon imbibé de solvant. Ses doigts travaillaient avec la délicatesse de celui qui assemble un puzzle compliqué, mais avec la confiance de celui qui l'avait fait des dizaines de fois. Les Allemands, un par un, s'approchaient, non pas pour se moquer, mais pour observer attentivement. Frédéric s'accroupit à ses côtés à un moment donné. « Comment avez-vous appris cela ?» demanda-t-il. Et sa voix n'avait plus aucune trace d'arrogance. Anita ne cessa pas de travailler tout en répondant « Mon père, Jacques, travaille avec des machines agricoles depuis qu'il a 15 ans. Quand j'avais 8 ans, il me laissait rester avec lui dans l'atelier. J'observais, je posais des questions, je voulais comprendre. Il disait « Anita, une machine, c'est comme une personne. Il faut l'écouter, comprendre où ça lui fait mal, la traiter avec respect. À 12 ans, je l'aidais déjà pour les réparations. À 15 ans, j'ai réparé seul mon premier tracteur. Votre père doit être un homme très sage, commenta Frédéric. Et il y avait une sincérité authentique dans ses paroles. C'est l'homme le plus sage que je connaisse, répondit-elle avec un sourire qui illuminait son visage taché de graisse. Il n'a fait que l'école primaire, vous savez, mais il connaît les moteurs comme personne. Pas besoin de diplôme pour être intelligent. Il faut de la dédicace, de l'humilité pour apprendre et du respect pour le savoir qui vient de l'expérience. » Ces mots flottèrent dans l'air comme des oiseaux. Respect pour le savoir qui vient de l'expérience. Les Allemands étaient arrivés là, pleins de diplômes, de certificats, d'arrogance, et se faisaient enseigner par une jeune femme de 27 ans qui avait appris avec son père dans un simple atelier. Klaus s'éloigna du groupe et se dirigea vers Monsieur Jean qui observait tout. « Monsieur Jean » commença-t-il, et sa voix était différente, plus basse, sans l'arrogance qu'elle avait auparavant. « Je dois vous demander pardon. » Le fermier le regarda durement. « Des excuses ne me rendront pas les 85 000 € que je vous ai payés, Klaus. Elles ne me rendront pas les 15 jours perdus, les 4-5 millions d'euros que j'ai déjà perdus sur ma récolte. Je sais, » l'Allemand baissa la tête, « nous avons échoué. Nous avons échoué techniquement, mais nous avons surtout échoué en tant qu'êtres humains. La façon dont nous avons traité cette jeune femme était impardonnable. » Pendant ce temps, Anita avait terminé le nettoyage complet du système, installé le filtre neuf, une pièce simple qui ne coûtait pas plus de 200 €, et commença à tout remonter. Ses 2 mains volaient sur les connexions, serrant des boulons, emboîtant des tuyaux, vérifiant chaque détail. Pierre resta tout le temps à ses côtés, lui passant les outils avant même qu'elle ne les demande. C'était beau à voir, cette harmonie entre frères et sœurs. Cet amour manifesté à travers le travail en commun. Après 1h40, pas les 2 heures qu'elle avait estimées, elle fut plus rapide. Anita sortit de sous la machine pour la dernière fois. Elle était couverte de graisse de la tête aux pieds.
Ses cheveux s'étaient échappés de sa queue de cheval. Son visage avait des taches noires, mais ses yeux brillaient d'une lumière qui semblait venir de l'intérieur. « Prêt !» annonça-t-elle en s'essuyant les mains sur un chiffon. « Vous pouvez tester. » Le cœur de M. Jean battait si fort qu'il pouvait l'entendre dans ses propres oreilles. C'était le moment. Après 3 semaines d'angoisse, de pertes qui s'accumulaient, de désespoir rongeant son âme, c'était le moment de la vérité. Jean monta dans la cabine de la Big Bud 747, posa la main sur la clé de contact et regarda Anita, qui fit un geste d'encouragement de la tête. Il tourna la clé, le moteur rugit. Non, ce n'était pas le ronronnement faible et irrégulier d'avant. C'était un rugissement puissant, fort, sain, le son qu'une Big Bud 747 devait faire. Un bruit grave qui faisait trembler le sol, qui remplissait la poitrine de quiconque aimait les machines. Les aiguilles sur le tableau de bord commencèrent à monter, se stabilisant sur les bonnes marques. Vert, 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 tous les indicateurs au vert. Jean accéléra. Le moteur répondit parfaitement, montant en régime avec douceur, sans s'étouffer, sans défaillance. Il ralentit, accéléra à nouveau. Parfait, absolument parfait. « Mon Dieu !» cria M. Jean, et sa voix était étranglée par l'émotion. « Elle fonctionne, la machine fonctionne !» Avez-vous encouragé Anita? Dites en commentaire quelle a été votre partie préférée. Les travailleurs de la ferme éclatèrent en applaudissements et en cris de joie. Anita resta là, souriant timidement, tandis que des larmes commençaient à couler sur son visage sali par la graisse. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes d'accomplissement, de mission accomplie, de talent reconnu. Pierre courut vers elle et la souleva en l'air, la faisant tourner dans ses bras. « Tu as réussi, je savais que tu y arriverais. » Jean descendit de la cabine, les yeux embués. « Parfaite. La machine est parfaite, tous les systèmes répondent, toute la puissance est revenue. » Il s'approcha d'Anita et, devant tout le monde, fit une révérence. « Vous venez de sauver cette ferme. » Monsieur Jean s'approcha d'elle à pas tremblants. Cet homme de 61 ans, qui avait bâti un empire de ses propres mains, qui avait affronté sécheresse, parasites, crises économiques, pleurait ouvertement. Il prit les mains sales de graisse d'Anita dans les siennes et les serra fort. « Ma petite », sa voix sortait à peine, « vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de faire. 3 semaines à perdre 300 000 € par jour. 3 millions d'euros sont déjà partis en fumée. Mais ce qui reste, 7 millions d'euros de récolte, vous venez de le sauver. Vous avez sauvé le travail de toute ma vie. » Anita serra ses mains en retour. « Je n'ai fait que mon travail, monsieur Jean. Le travail que mon père m'a appris à faire avec amour et dévouement. » C'est alors que Klaus s'approcha. Tous les autres Allemands le suivirent, formant une ligne. Leur chef s'arrêta devant Anita et pour la première fois depuis son arrivée en France, il y avait une humilité sincère dans ses yeux bleus. « Anita Dubois, commença-t-il, et les mots sortaient difficilement. Nous avons commis une terrible erreur, pas seulement technique. Nous vous avons jugé sur votre apparence, sur votre simplicité, sur votre moyen de transport. Nous nous sommes moqués de vous. Nous avons ridiculisé votre talent. Nous vous avons traité comme si vous étiez inférieur. » Il inspira profondément. « Vous nous avez donné aujourd'hui une leçon que je garderai pour le reste de ma vie. La technologie est importante, oui, mais sans expérience, sans humilité, sans la sagesse qui vient du vrai travail, la technologie ne vaut rien. Vous êtes une maîtresse, Anita, une véritable maîtresse. » Frédéric fit un pas en avant. « Nous avons étudié 6 ans de génie mécanique en Allemagne. Nous travaillons avec les machines les plus modernes du monde. Et vous, qui avez appris avec votre père dans un simple atelier, vous nous avez appris plus en 2 heures que nous n'avons appris en des années d'université. » Hans, celui qui avait fait la blague sur le football, avait les yeux baissés. « Je vous demande pardon pour les offenses. Elles étaient impardonnables. Vous avez tout à fait le droit de nous haïr. » Mais Anita secoua la tête. « Je ne vous hais pas. La haine ne construit rien. Elle ne fait que détruire. Vous vous êtes trompé, oui, mais l'important est que vous reconnaissiez votre erreur. Cela montre du caractère.
Et peut-être qu'aujourd'hui, nous avons tous appris quelque chose d'important sur le respect. Le silence qui s'installa était différent des silences précédents. Ce n'était pas un silence de malaise ou de gêne. C'était un silence de transformation, de ces moments rares dans la vie où les gens changent vraiment intérieurement. Monsieur Jean essuya les larmes de son visage. « Anita, je dois vous dire quelque chose. Sérieusement, le cœur ouvert. » Elle le regarda attentivement. « Vous venez de sauver 7 millions d'euros de ma récolte. Plus que cela, vous m'avez montré aujourd'hui quelque chose que j'avais oublié pendant toutes ces années en construisant mon empire, que la valeur d'une personne ne réside pas dans un diplôme au mur, ni dans les vêtements qu'elle porte, ni dans la voiture qu'elle conduit, mais dans le caractère, le vrai savoir, la dignité de faire un travail bien fait. » Il fit une pause, la regardant dans les yeux. « Je veux que vous soyez ma chef de maintenance mécanique. Ici, sur cette ferme, vous vous occuperez de toutes les machines, toutes. Et je veux plus. Je veux que vous fassiez venir votre famille vivre ici, votre père, vos frères et sœurs, vos oncles, tous ceux qui veulent venir. J'ai des maisons pour les travailleurs, de bonnes maisons, un contrat de travail, un salaire juste, le respect garanti. » Anita écarquilla les yeux. « Monsieur Jean, je... » « Ne me répondez pas tout de suite, » l'interrompit-il gentiment. « Discutez-en avec votre famille. Réfléchissez calmement, mais sachez que cette offre est réelle, sérieuse, et qu'elle vient de mon cœur. » Anita resta là, immobile, traitant tout ce qui venait de se passer. 2 heures auparavant, elle était la risée, la campagnarde en charrette, venue réparer ce que les ingénieurs allemands n'avaient pas réussi. Maintenant, elle recevait une proposition qui changerait complètement sa vie et celle de toute sa famille. Pierre s'approcha de sa sœur et lui toucha l'épaule avec délicatesse. « Nita, ça va. » Elle hocha la tête, mais les larmes recommencèrent à couler. « Oui, mon frère, je suis juste trop émue. » Elle inspira profondément, essayant de contrôler sa voix. « Monsieur Jean, j'accepte d'en parler à ma famille, mais... je vous dis déjà que ce serait un honneur de travailler ici. » Le fermier sourit, ce sourire de celui qui voyait la justice se faire. « Alors, c'est entendu. Et pour le paiement d'aujourd'hui, pour la réparation, 500 €, ça vous va ?» Elle répondit avec simplicité. Klaus fit un pas en avant, indigné. « 500 €, Anita. Vous venez de sauver une récolte de 7 millions d'euros. Cela n'a aucun sens. » Monsieur Jean acquiesça. « Klaus a raison cette fois. Vous recevrez 50 000 € pour le travail d'aujourd'hui, et je n'accepte aucun refus. » Les yeux d'Anita s'écarquillèrent. 50 000 €, c'était plus d'argent qu'elle n'en avait vu de toute sa vie. « Monsieur Jean, c'est très généreux. C'est juste, » corrigea-t-il. « Les Allemands allaient recevoir 120 000 € s'ils avaient réussi à réparer. Vous méritez au moins ça, mais 50 000 €, ça vous aide bien, non ?» Ça aidait. Mon Dieu, comme ça aidait. Avec cet argent, elle pourrait rénover l'atelier de son père, acheter de nouveaux outils, aider Pierre à réaliser son rêve d'avoir ses propres chevaux. C'était une bénédiction tombée du ciel. « Merci » fut tout ce qu'elle réussit à dire, la voix étranglée. « Merci beaucoup. » Frédéric s'approcha timidement. « Anita, j'aimerais vous poser une question, si vous le permettez. » Elle fit un geste pour qu'il continue. « Comment avez-vous développé cette capacité à diagnostiquer les machines par le son? C'est extraordinaire. Nous avons des équipements très coûteux qui font des analyses de vibrations, des capteurs acoustiques, et même ainsi, nous n'obtenons pas ce que vous obtenez juste en écoutant. » Anita s'essuya à nouveau les mains sur le chiffon et sourit de son air un peu timide. « Mon père disait toujours que chaque machine a une voix. Quand elle est en bonne santé, c'est une voix forte, constante. Quand quelque chose ne va pas, la voix change. Elle devient rauque, tremblante, irrégulière. Depuis toute petite, il m'apprenait à fermer les yeux et à écouter. « Ne regarde pas, écoute, » répétait-il. « La machine va te dire où ça lui fait mal. » Hans hocha la tête émerveillé. C'est presque poétique. »
Votre père est un génie. C'est un travailleur, corrigea Anita gentiment. Un homme simple qui a appris son métier avec amour et dévouement. Mais oui, pour moi, c'est un génie. Klaus sortit son téléphone de sa poche. Puis-je prendre une photo avec vous pour la montrer à mon équipe en Allemagne? Je veux qu'ils voient qui nous a enseigné l'humilité aujourd'hui. Anita rit, gênée. Je suis toute couverte de graisse. Et c'est exactement comme cela que vous devez être sur la photo, insista-t-il, montrant qu'un vrai travail salit les mains, mais remplit le cœur. Ils prirent la photo. Anita au centre, les 11 Allemands autour d'elle, tous souriants. C'était une image qu'aucun d'eux n'oublierait jamais. Monsieur Jean appela Jean, le chef de chantier. « Prépare un déjeuner spécial pour tout le monde. Aujourd'hui est un jour de célébration. » Il regarda les Allemands. « Vous êtes également invités. Après tout, nous avons tous appris quelque chose d'important aujourd'hui. » Pendant le déjeuner, servi là même dans le hangar, sur des tables improvisées, les conversations se déroulèrent de manière complètement différente. Les Allemands posaient des questions authentiques sur la mécanique à Anita, qui répondait avec patience et générosité. Pierre racontait des histoires amusantes sur les bêtises que lui et sa sœur faisaient enfant en touchant au moteur. Frédéric fut particulièrement intéressé d'en savoir plus sur le père d'Anita. Il travaille toujours comme mécanicien? Il travaille, confirma Anita. Il a un petit atelier près de chez lui. Il répare des tracteurs, de vieux camions, des machines de ferme de la région. Il ne fait pas payer cher. Parfois, il le fait même gratuitement quand il voit que la personne en a vraiment besoin. Il dit qu'un bon savoir est un savoir partagé. Klaus resta silencieux un instant, assimilant cela. Vous avez une richesse que l'argent ne peut acheter. Vous avez un héritage de savoir, de valeur, de dignité. Nous, les Allemands, nous avons la technologie, l'efficacité, mais nous avons perdu quelque chose en chemin. Nous avons perdu cette humanité. L'après-midi déclinait, teintant le ciel de la Beauce de tons d'orange et de rose. Les Allemands se préparaient à retourner à l'hôtel où ils logeaient. Klaus s'approcha de Monsieur Jean une dernière fois. À propos du paiement. Il commença. « Je ne vous paierai pas. » Le fermier coupa, mais sans agressivité. « Vous n'avez pas résolu le problème. C'est aussi simple que cela. » « Ah, je sais et je suis entièrement d'accord, mais j'aimerais proposer quelque chose de différent. » Klaus inspira profondément. « Laissez-moi payer les 50 000 € à Anita. Elle mérite cet argent et je veux que cela vienne de moi comme une véritable excuse, concrète. » Monsieur Jean l'étudia un long moment. « Vous êtes sûr? »« Absolument. Et de plus, quand nous rentrerons en Allemagne, j'écrirai un rapport complet sur ce qui s'est passé ici. Je l'enverrai à toutes les entreprises du secteur. Le monde doit savoir qu'il existe une mécanicienne française appelée Anita Dubois, qui a surpassé 11 ingénieurs allemands, et je la recommanderai à toute entreprise qui aurait besoin de conseils en machines agricoles anciennes. » C'était plus que de l'argent, c'était une reconnaissance professionnelle de niveau international. C'était la porte s'ouvrant sur un avenir qu'Anita n'avait jamais rêvé possible. Lorsque les Allemands partirent enfin, Klaus s'arrêta devant Anita une dernière fois. « Petite campagnarde », dit-il, et cette fois, le mot sortit avec tant de tendresse qu'Anita sentit son cœur se serrer. « Merci de nous avoir appris que l'orgueil ne construit rien, mais que l'humilité construit des ponts. » Anita et Pierre montèrent dans la charrette, alors que le soleil se couchait. Monsieur Jean lui remit une enveloppe avec les 50 000 € en chèque. Lundi, vous m'apportez la réponse concernant la proposition de travail et vous amenez votre père avec vous. Je veux connaître l'homme qui a élevé une fille si extraordinaire. Sur le chemin du retour, avec les chevaux trottant tranquillement et le ciel s'obscurcissant, Pierre regarda sa sœur. « Tu sais que notre vie va changer complètement, n'est-ce pas ?» Anita sourit, serrant l'enveloppe contre sa poitrine. « Ça va changer, mon frère, mais nous n'oublierons pas qui nous sommes. Nous n'oublierons pas d'où nous venons. Le succès sans humilité est de l'arrogance. Papa l'a toujours dit. » Et là, dans cette simple charrette, traversant les chemins de terre de la Beauce,
allait une jeune femme qui avait prouvé que le vrai talent n'a pas besoin de technologies coûteuses pour se manifester. Il a juste besoin d'un cœur pur, d'un savoir honnête et du courage de montrer sa valeur, même quand le monde entier doute de vous. 10 mois après ce dimanche qui changea tout, la ferme de Monsieur Jean s'était transformée en un exemple d'excellence en Beauce. Et au cœur de cette transformation se trouvait Anita Dubois, maintenant âgée de 28 ans, dirigeant la maintenance mécanique de toute l'opération avec une maîtrise qui impressionnait tout le monde. C'était un matin de janvier, l'été frappant fort, quand Anita inspectait la Big Bud 747, cette même machine qui avait changé son destin. Elle portait une nouvelle combinaison bleue, avec son nom brodé sur la poitrine. Anita Dubois, chef de maintenance. Ses cheveux étaient attachés en un chignon pratique et sur son visage, il y avait cette expression de concentration absolue qui apparaissait toujours quand elle travaillait. « Ah, bonjour ma fille !» La voix grave et chaleureuse la fit sourire avant même qu'elle ne lève les yeux. C'était Jacques Dubois, son père, 58 ans, marchant vers elle avec cette démarche tranquille de celui qui avait trouvé la paix dans la vie. Lui aussi portait l'uniforme de la ferme. Il travaillait comme mécanicien senior sous la supervision de sa propre fille et ne pouvait pas en être plus fier. « Bonjour, papa !» Anita descendit de la cabine de la machine et étreignit l'homme qui avait été son premier et plus grand professeur. « J'ai déjà vérifié les tracteurs du secteur Est, tout fonctionne parfaitement. Ce John Deere, qui avait un problème de transmission, est comme neuf. » Jacques sourit. « Ton frère Pierre a aidé. Le garçon apprend vite. » Anita regarda sur le côté et vit Pierre, maintenant âgé de 20 ans, sortant de sous un tracteur, le visage tout taché de graisse, mais avec un immense sourire. Le jeune homme avait découvert qu'il aimait autant la mécanique que les chevaux. Et à la ferme, il pouvait travailler avec les deux. La famille avait déménagé à la ferme 3 semaines après ce dimanche historique. Monsieur Jean avait tenu chaque mot de sa promesse. Il leur avait donné une maison confortable, avec 3 chambres, un grand salon, une cuisine équipée. Ce n'était pas un manoir, mais c'était infiniment mieux que la petite maison exiguë où ils vivaient auparavant. Jacques, Pierre et 2 oncles d'Anita, Marc et Robert, avaient tous un emploi stable, un contrat de travail, un salaire digne. Mais la plus grande transformation avait eu lieu chez Anita. Au cours des premiers mois, elle avait complètement réorganisé le système de maintenance de la ferme. Elle avait mis en place un programme de maintenance préventive qui avait réduit les pannes de 78%. Elle avait formé une équipe de 6 mécaniciens, tous des hommes, tous plus âgés qu'elle, et tous la respectant profondément. Sa réputation s'était répandue dans la région comme une traînée de poudre. « Anita !» Jean, le chef de chantier, arriva en courant dans la cour avec un papier à la main et une expression d'excitation sur le visage. « Une livraison est arrivée pour vous, une livraison internationale. » Elle fronça les sourcils, curieuse. « Internationale ?» Jean lui tendit l'enveloppe. Elle était grande, lourde, avec des timbres d'Allemagne. Son nom était écrit en lettres soignées, Madame Anita Dubois, la jeune campagnarde. D'une main tremblante, elle l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait une lettre en français, un français bien meilleur que celui que parlait Klaus, et plusieurs documents officiels. Anita commença à lire à voix haute, et au fur et à mesure que les mots sortaient de sa bouche, ses yeux se remplissaient de larmes. Chère jeune campagnarde, la lettre commençait et elle dut déjà faire une pause pour respirer profondément. J'espère que cette lettre vous trouve, vous et votre famille, en bonne santé et heureux. Ici, en Allemagne, moi, Klaus Schmidt, et toute mon équipe pensons souvent à vous avec une tendresse que je ne peux même pas exprimer avec des mots. Jacques s'approcha de sa fille, posant sa main sur son épaule, tandis qu'elle continuait à lire. Depuis ce jour, à la ferme de Monsieur Jean, ma vie a complètement changé. J'ai raconté votre histoire à tous ceux qui voulaient l'entendre et à beaucoup qui ne voulaient pas non plus. Anita rit entre 2 larmes.
J'ai écrit des articles dans des magazines spécialisés, j'ai donné des conférences dans des universités, j'ai parlé lors de congrès. Le nom d'Anita Dubois est connu et respecté dans le secteur des machines agricoles dans toute l'Europe. Pierre s'était également approché, s'essuyant les mains sur un chiffon pour pouvoir lire par-dessus l'épaule de sa sœur. Mais la reconnaissance à distance ne suffit pas. C'est pourquoi, avec cette lettre, vous trouverez une invitation officielle à l'Agrotech 2025, le plus grand salon mondial des machines agricoles qui aura lieu à Hanovre, en Allemagne, en novembre de cette année. Et ce n'est pas n'importe quelle invitation, jeune campagnarde. C'est une invitation à être la conférencière principale. Anita dut s'arrêter de lire. Les larmes coulaient librement maintenant, mouillant le papier. Conférencière principale, elle, une jeune femme qui avait appris la mécanique dans un simple atelier avec son père, faire une conférence au plus grand salon du monde, en Allemagne. « Continue, ma fille ?» demanda Jacques, la voix également étranglée par l'émotion. « Le thème de votre conférence sera « Savoir traditionnel contre technologie moderne, pourquoi les deux sont essentiels ?» Vous aurez 90 minutes sur la scène principale avec traduction simultanée en 15 langues. Nous attendons une audience de plus de 3000 professionnels du secteur. Toutes vos dépenses sont prises en charge. Billets d'avion, hôtel 5 étoiles, nourriture, tout. Et vous pouvez amener un accompagnateur. J'espère que ce sera votre père, car le monde a besoin de connaître l'homme qui a élevé une mécanicienne si extraordinaire. J'en pleurais aussi maintenant. Plusieurs travailleurs qui s'étaient approchés pour voir ce qui se passait essuyaient discrètement leurs yeux. « S'il vous plaît, dites oui, petite campagnarde. Dites que vous viendrez nous en apprendre davantage sur l'humilité, sur le vrai savoir, sur ce qui compte vraiment dans cette profession que nous aimons. Nous vous attendrons les bras ouverts avec une admiration éternelle. Klaus Schmidt et toute l'équipe. » Silence. Un silence lourd d'émotion, de ceux que l'on ressent physiquement dans la poitrine. Jacques serra sa fille dans ses bras avec force, et pour la première fois depuis de nombreuses années, cet homme fort qui avait travaillé toute sa vie sous le soleil et la pluie pleura ouvertement. « Ma fille va donner une conférence en Allemagne, » chuchota-t-il. « Ma petite Anita, à qui j'ai appris à tenir un tournevis à 8 ans, va enseigner aux Allemands. » Monsieur Jean avait entendu l'agitation et descendit de la maison principale presque en courant. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout va bien. » Anita lui montra la lettre, sans pouvoir parler correctement. Le fermier lut rapidement, et un sourire immense apparut sur son visage. « C'est merveilleux, absolument merveilleux, et bien sûr que vous allez accepter. »« Mais, monsieur Jean, la ferme ?» commença-t-elle. « La ferme ira parfaitement bien sous la garde de Jacques et Pierre pendant 1 semaine, l'interrompit-il. Anita, vous ne comprenez pas ce que cela signifie. Vous allez représenter la France, vous allez montrer au monde que notre pays a des professionnels aussi bons que n'importe quel endroit de la planète. C'est un honneur non seulement pour vous, mais pour nous tous. » Pierre prit sa sœur par les épaules. « Nita, tu dois y aller et tu dois emmener papa. Vous deux le méritez. » Cette nuit-là, la famille Dubois, réunie dans le salon de la maison que monsieur Jean leur avait donné, parla jusqu'à tard de la proposition. Jacques avait peur de l'avion. Il n'avait jamais quitté la Beauce, encore moins la France. Mais l'idée de voir sa fille être reconnue internationalement vainquait toute peur. « Papa, tu m'as appris tout ce que je sais, » dit Anita, tenant ses mains calleuses. « Tu es le vrai maître, je ne fais que récolter les fruits de ce que tu as planté, et le monde a besoin de te connaître. » Jacques essuya ses larmes. « Alors, on y va, ma fille. Nous irons ensemble montrer à ces Allemands ce qu'est le vrai savoir-faire français. » Les mois suivants furent marqués par une préparation intense. Anita écrivit et réécrivit sa conférence des dizaines de fois. Elle s'entraîna devant le miroir, devant sa famille, devant les travailleurs de la ferme. Monsieur Jean engagea une professeure d'anglais pour lui donner, à elle et à Jacques, quelques leçons de base. Klaus avait garanti qu'il y aurait une traduction, mais quelques salutations en anglais aideraient. Lorsque novembre arriva enfin, père et fille embarquèrent sur un vol pour l'Allemagne.
C'était la première fois pour les deux dans un avion. Jacques serra la main d'Anita pendant le décollage avec tant de force qu'elle pensa que ses doigts allèrent se casser. Mais quand l'avion se stabilisa dans les nuages et qu'il regarda par la fenêtre, voyant le monde en dessous si petit, ses yeux brillèrent d'enchantement. À Hanovre, Klaus et toute l'équipe des 11 mécaniciens attendaient à l'aéroport avec une banderole. « Bienvenue, petite campagnarde !» L'embrassade entre Anita et Klaus fut longue, pleine d'émotions authentiques. Frédéric serra Jacques dans ses bras comme s'il étreignait un vieil ami. « Monsieur Jacques, c'est un honneur de rencontrer enfin le maître qui a enseigné à la maîtresse. » Le salon Agrotech était gigantesque, 450 000 m² de superficie, des milliers d'exposants, des machines du monde entier. Mais le moment le plus attendu par tous était la conférence d'Anita. Le jour J, lorsqu'elle monta sur la scène principale et vit cette foule de plus de 3000 professionnels attendant de l'écouter, son cœur s'arrêta presque. Au premier rang se trouvait Jacques, les larmes coulant déjà sur son visage, de pure fierté. À ses côtés, Klaus et les autres Allemands souriaient, encourageants. Anita commença à parler et sa voix, qui avait tremblé au début, gagna en force à chaque mot. Elle raconta l'histoire de ce dimanche à la ferme. Elle raconta comment elle avait été humiliée, comment elle avait gardé sa dignité, ce qu'elle avait appris de son père depuis son enfance, l'importance d'équilibrer technologie et expérience pratique. « Mon père m'a appris qu'une machine a une âme, dit-elle, et sa voix résonna dans l'immense auditorium. Il m'a appris à écouter, à sentir, à respecter. Il n'y a pas de technologie qui remplace cette connexion, ce savoir qui se transmet de génération en génération. L'Allemagne a les meilleurs outils du monde, oui, mais la France a des personnes avec un savoir traditionnel profond. Lorsque nous unirons ces deux forces, technologie et tradition, alors seulement nous ferons des merveilles. » Le public applaudit debout pendant 5 minutes consécutives. Des entrepreneurs s'approchèrent ensuite, lui offrant des contrats de conseil. Des universités voulaient qu'elle donne des cours. Des fabricants d'outils voulèrent la sponsoriser, mais le moment le plus spécial fut lorsque Klaus monta sur scène et, devant tout le monde, s'agenouilla devant elle. « Petite campagnarde, vous m'avez enseigné l'humilité, vous m'avez enseigné le respect, vous m'avez enseigné que le savoir n'a pas de nationalité, pas de genre, pas de classe sociale. Merci d'avoir changé ma vie. » Ce soir-là, lors d'un dîner de célébration, Jacques fut entouré d'ingénieurs allemands désireux d'en apprendre davantage sur ces techniques traditionnelles. L'homme simple qui n'avait fait que l'école primaire était traité comme un professeur, comme un maître, comme une référence. Lorsqu'ils rentrèrent en France, une semaine plus tard, Anita et Jacques revinrent différents. Non pas meilleurs, ils avaient toujours été extraordinaires, mais conscients de leur propre valeur d'une manière nouvelle. L'histoire d'Anita Dubois, la campagnarde qui avait humilié 11 ingénieurs allemands et ensuite conquis l'Europe, se répandit dans toute la France. Elle reçut des propositions pour travailler dans de grandes entreprises, gagner 10 fois plus. Mais elle choisit de rester à la ferme de Monsieur Jean, continuant à s'occuper des machines avec son père et son frère à ses côtés. Parce que l'argent va et vient, la technologie change chaque année. Mais le vrai savoir, transmis de père en fille avec amour et dévouement, cela est éternel. Et un travail fait avec un but, entouré de personnes que vous aimez et qui vous respectent, cela n'a pas de prix. Anita Dubois a prouvé que le talent n'a pas besoin de diplôme pour exister, que l'humilité est la plus grande des forces, que le préjugé est pure stupidité, et qu'une jeune femme en charrette avec les mains sales de graisse et le cœur rempli de vrai savoir, elle peut enseigner des leçons que les meilleures universités du monde n'enseignent pas. Et ceci, mes chers amis, est une histoire vraie de transformation, non seulement d'Anita, mais de tous ceux qui ont croisé son chemin et ont appris que juger les gens sur leur apparence, c'est perdre la chance de connaître des talents extraordinaires.